que on est en transfusion tous les deux. On est transfusé là, oui. Je vais savoir ce que tu Oui, penses. La bouteille. Je voudrais quand même signaler que je suis un peu sourd, pour pas dire beaucoup. Il faudra parler fort. François Delmas, je trouve que par rapport à ce que j'ai à la maison, ça a beaucoup évolué. Tant mieux si ça fait, je sais pas, 15 ans que vous avez quelque chose. On retrouve quand même. Ah, merci. Combien de temps que vous peignez? Ça fait beaucoup de temps. Ben oui, j'ai commencé, j'étais petite, je faisais des dessins. Ben, un virus comme ça, c'est un comportement, une manière de vivre, voilà quoi. Mais c'est aussi, ben, ça aide à vivre. Hein. À une époque, tu as fait, pas tout à fait, mais presque autant de tableaux que tu faisais de sculpture. Et apparemment, tu as un peu laissé tomber les tableaux. Quand tu penses que tu reprendras? C'est un petit peu à cause des galeries. Parce que les galeries, elles ont du mal à exposer un sculpteur seul. Pour des questions probablement économiques. Donc, on va un peu vers où le vent porte et on fait davantage de choses qui sont montrables. Mais sans ça, je continue toujours à faire de la peinture, des reliefs, essentiellement des reliefs. Vous en verrez d'ailleurs à Balma, cher monsieur, si vous avez l'opportunité de venir en octobre, non, quelque chose comme ça, novembre. Il y a une exposition superbe sûrement, en novembre, avec autant de reliefs que de sculptures. Ouais. Oui, des reliefs, oui, mais finalement, assez peu de peinture. Peinture, non, je suis vraiment pas coloriste. Et la peinture, j'ai beaucoup de mal. Alors, je travaille avec des terres actuellement, des agrégats, des bouts de ferraille, enfin des trucs comme ça. Donc, j'appelle ça des reliefs. Mais il y a très très peu de choses peintes dedans. Très peu. Merci, frère Jean. À la liberté de la presse, alors, oui, enfin, il y a des oui. C'est un peu... Bon, la liberté de la presse, je suis choqué, j'ai été choqué par différents événements qui sont arrivés là, cette dernière décennie. Il y a eu l'assassinat de la journaliste, comment elle s'appelle déjà, Anna Politkovskaya, il y a eu le massacre de Charlie Hebdo. Bon, ces gens-là, ce sont des gens qui ont formé mon humour, qui ont formé ce que je suis en fait, ce que je suis devenu. Et genre, ça m'a fait quand même, ça m'a vraiment révolté, ça m'a vraiment fait réfléchir à la question. Et en fait, j'ai constaté, en fouillant un peu la question, qu'il y avait 350 journalistes incarcérés à travers le monde, qu'il y avait une cinquantaine de tués par an, et que c'est même pas politique ce que je raconte, parce que les dictateurs de gauche massacrent les journalistes de droite, et inversement. Donc c'est vraiment le problème de l'information qui est un problème, qui est un pilier des démocraties. Et à chaque fois qu'il y a une dictature, c'est le premier pilier qui souffre, quoi. Donc je suis parti là-dessus. Et je suis parti également d'un film que j'avais vu qui s'appelle La Nostalgia de la Luz, qui est un film d'Amérique latine. Je ne sais plus s'il est argentin ou colombien, je ne me rappelle plus. Ça se passe dans le désert d'Atacama. Et c'est un parallèle entre les gros télescopes européens qui sont sur les montagnes, sur les Aztèques ou les Mayas qui vivaient là à l'époque, et sur une mine de cuivre qui a servi de camp d'internement pendant la période Pinochet. Et donc, tous ces reliefs que tu as pu voir, ils se passent. J'ai mis ça en scène un peu d'une manière désertique, en mélangeant des casemates, des blocos, des trucs comme ça, et voilà, je suis parti comme ça. Et donc il y a des reliefs, il y a des petits caractères de machine à écrire pour la presse écrite, des petits systèmes optiques de lecteurs de DVD pour faire les caméras de la presse télévisuelle, il y a des téléphones éclatés, des trucs comme ça. Voilà. Bah, ça entre le symbolisme, le figuratif, là je ne sais plus très bien où je suis.
texte d'un critique à propos de la peinture de Roscoe, où il disait que finalement, pour un artiste, parler de son art, c'est impossible, parce que le langage ne peut absolument pas restituer ce qui existe entre l'artiste et celui qui regarde, c'est-à-dire l'émotion. Voilà, bon, je vous demande de me dire ce que vous pensez de ce... Pour moi, en tout cas, l'art, la peinture, la sculpture, c'est des histoires d'émotions. Et que s'il n'y a pas d'émotion, d'abord elle doit être personnelle, et puis on essaye de la communiquer. C'est pas toujours évident. Si on ne reçoit pas de quelque chose d'intéressant dans ce qu'on fait, je crois que c'est pas la peine de garder ce qu'on fait pour commencer ou faire autre chose. Mais l'émotion, ça ne se commande pas non plus. Il y a des gens qui sont touchés par certaines choses et puis moins par d'autres. Voilà quoi. Et par contre, moi, la peinture de Rothko me séduit beaucoup. Elle me touche beaucoup parce que aussi ce sont des très grands formats. Et puis on entre dans la couleur, là, c'est goulayant, là. Et voilà quoi. Mais je crois qu'il faut être soi, d'abord, quand on fait quelque chose, je crois qu'il faut être soi-même intéressé par ce qu'on fait, quoi. Enfin, qu'on soit touché. Sinon, il y a des choses que je retrouve, d'anciennes choses que j'ai faites, et puis ça ne m'intéresse plus du tout. Parce qu'aussi on évolue, on change, et je les reprends. Toi, tu ne peux pas reprendre la sculpture. Hein? C'est plus difficile pour la sculpture. Une fois que c'est fait, les formes... Oui, il y a quand même une émotion de départ, sûrement. Ah oui. C'est assez curieux parce qu'on met des choses, enfin on met ce qu'on a dans les tripes, et on ne sait pas très bien pourquoi on le fait, pourquoi on met ça. Mais la lecture des autres est peut-être complètement différente. C'est ça qui est intéressant. C'est que les gens sont pas obligés de rentrer dans ton délire, ils restent dans le leur, on arrive à communiquer quand même. C'est un truc un peu mystérieux, ça. C'est vrai, même en ayant des sensations différentes. Oui, oui. Mais voilà. Ils y trouvent leur univers, ou ils y trouvent quelque chose qui n'est pas forcément, mais pas du tout ce que tu as mis. Mais bon, ça... Oui, moi j'ai été surprise aussi par des choses comme ça. Ouais. Je me rappellerai toujours cette femme qui est devant un relief comme ça, et m'a dit, là en haut, au lieu du sable, on met la mer. J'ai été emprisonné là 4 ans. Ah, bon. Et donc, c'est pas du tout ce que j'avais mis, mais elle voyait ça. Et bon, puis une fois que c'est comme ça change plus. C'est son émotion à elle sur quelque chose que... Ouais. Oui, c'est la grosse différence. Enfin, oui, Françoise peut en parler mieux que moi, mais... Oui, il y a quelque chose d'instantané dans la peinture qu'il n'y a pas dans la sculpture. C'est sûr, il faut prévoir. En sculpture, il faut prévoir. Ouais. Et surtout la tôle, c'est tellement difficile de reprendre que vaut mieux être sûr à peu près de son cours en débarrant. Ouais. Oui, moi ça m'est arrivé de ressentir ce que tu dis là. Par contre, il m'est arrivé d'être vraiment complètement démolie par une expo que j'ai vue des peintures de Munch, sur les dessins sur la guerre. Et c'était une exposition, je ne sais plus, au Grand Palais, ou bref. Et il y a toute une série comme ça qui était très forte de ces dessins, parce qu'il dessinait bien. Et j'étais donc très émue, déboule dans cette salle quelques 5-6 ados qui regardent ça et puis qui se plient en deux, à rigoler. Alors, bon, j'ai quitté la salle parce que j'en pouvais plus. Non, là, vraiment, l'émotion n'était pas passée là.
ça les faisait rire. Oui, il y a peut-être ça, mais ben oui, c'est peut-être une réaction. C'est peut-être une réaction de défense, oui. Oui. Mais j'ai protection. pas eu envie de leur demander. L'émotion, mais ce n'est pas dans l'ordre du jour. C'est à la fois la spéculation, c'est s'emparer de l'œuvre d'art pourvu qu'elle soit novatrice, gigantesque, etc. C'est toute autre forme de langage qui se passe. Je veux dire, on parle d'art d'une autre manière que vous-même, vous deux. Et c'est dommage. Dommage parce que la seule chose qui est importante, c'est le ressenti. Et à travers ces sentiments personnels, celui qui regarde et celui qui le donne dans son œuvre. Tout cet échange est important. Et la communication, elle se fait par cette intuition émotive qui est... Même si Jean met très longtemps à exécuter une sculpture, il a déjà pensé très vite déjà sa forme. Et oui, c'est ça qui est important. Oui, c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que là où Françoise met peut-être quelques secondes à donner une trace de pinceau, moi pour une trace comme ça, il faut 15 jours. Quoi. C'est deux mondes, et pourtant ça marche bien ensemble. Oui, bon, juste je rajoute quelque chose. Si on prend l'art le plus actuel, le plus contemporain, il y a deux gros mots qu'il faudra dire, c'est l'émotion et la... Ah ben voilà. Oui, là c'est plus à la mode ça. Oui. La couleur, la matière, oui. C'est des choses qu'on aime, nous. Oui, c'est du romo, oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais... C'est-à-dire qu'il y a il y a un discours qui est important et la partie physique de la chose, on se demande si l'art n'a pas été récupéré par des philosophes finalement, par des... C'est très curieux ce qui se passe en ce moment. Bon, on pensait qu'après les urinoirs de Duchamp, 80 ans, 90 ans plus tard, ça allait peut-être passer. Ben non, ça passe pas. Toujours pareil. Oui, il y en a un qui a osé, et pourquoi on n'oserait pas? Oui, mais enfin, il y a quand même pas mal de redites, il y a pas mal de... Qui vont dans les galeries ou dans les expos. Et ceux-là, je pense qu'ils ont besoin de l'émotion. Et dans le désert, là, je n'avais pas encore lu que c'était la liberté de la presse que tu évoquais, et pour moi, c'était le désert des Tartares, nous a dit. Et c'était une émotion, même si c'est pas celle que tu dis à Venise. C'était... Je trouve que c'est important. Oui, puis chacun s'approprie... C'est une lecture, oui, c'est une lecture. Différente, ouais. Ouais. Oui, en fonction de... Mais maintenant, on a tendance à vouloir englober tout le monde dans des idées, des mots. On comprend pas ce qu'ils disent, je sais pas. C'est bizarre, quoi. Le discours intellectuel de maintenant sur... Bah, par rapport à cet art-là, on est quand même un peu dinosaure sur les bords. Oh, ça ne me déplaît pas, hein. Peut-être aussi un désir de choquer. Alors ça c'est très à la mode. Il faut choquer, il faut faire plus grand, de plus en plus grand, il faut faire différent des autres, il faut... Alors où est Enfin, c'est un côté un peu superficiel, quoi. Je veux dire, s'ils apprenaient ces choses-là, je veux dire, même dans les petites classes, parce que je veux dire, le gigantisme, il a existé dans l'histoire de l'homme. Et je m'occupe très activement de Gémosins. Dans les expos qu'on monte, les très jeunes artistes, ça commence à eux. L'histoire de l'art avant eux,
ça ne les intéresse pas et ils le méprisent profondément. Hein. Alors bon, je parle pas, c'est pas tous, il y en a beaucoup, hein, des jeunes qui sortent des beaux-arts ou non, et qui ne connaissent absolument pas l'histoire de l'art, même proche. Hein. Ils la refusent tout simplement. Il y a même des gens qui rentrent aux Beaux-Arts. Il y a quelques années, il y avait des gens qui rentraient aux Beaux-Arts, j'ai entendu un chat dans la gorge, et qui... Bon, il y a un journaliste qui leur demandait quelques questions, qui leur posait quelques questions sur ce qu'ils aimaient dans les peintres anciens. Ils ne répondaient rien. Et le journaliste dit, mais Chagall, vous connaissez Chagall? Qui c'est ça? Alors, et pour donner un éclairage sur l'évolution de la sculpture, là, j'ai participé à un concours, le concours Arago. Il s'agissait de remplacer une sculpture qui avait été fondue par le gouvernement de Vichy pendant l'occupation. Et donc ils ont ouvert un concours, on s'est retrouvé à 7-8 finalistes, je ne me rappelle plus exactement le nombre, ou 10, je ne sais plus. Et celui qui a gagné, il a touché à rien. C'est-à-dire qu'il a pris les photos de l'ancienne sculpture d'Arago, il a mis ça sur ordinateur, il a appliqué un programme qui a twisté, comme il dit, c'est-à-dire qu'il a fait tourner, ça a fait un mouvement tournant sur cette sculpture, sur cette photo. Il a confié ça à une imprimante 3D, qui a fait une petite maquette haute comme ça, extrêmement légère, ça n'a pratiquement pas d'épaisseur, on peut à peine y toucher à ce truc-là. Il a confié ça à un bronzier qui l'a fait en 3 mètres de haut, il a touché à rien, à rien. Et ça c'est la sculpture, c'est une tendance sculpture, il faut savoir. Donc nous, moi je suis encore avec mes chalumeaux, mes trucs et mes machins, je crois que ça existera difficilement maintenant. Il y a eu on a monté un colloque à Gérusalem sur la sculpture céramique. Il y avait un artiste anglais, pareil, qui a fait un programme, et il y avait la petite machine 3D qui a développé son programme sur une pièce qui était censée être en argile, hein, c'est-à-dire qui allait être cuite. Et bon, c'est pas inintéressant, mais il y avait 2 jeunes femmes qui disaient « Ah, voilà, la révolution de la céramique, elle va être là, etc. » Et je lui dis « Mais vous êtes céramiste vous-même » Alors c'était des gens qui touchaient un peu à la terre dans des lieux comme il y en a beaucoup à Toulouse. Et je leur dis « Moi, je suis céramiste. Et plus il y a d'obstacles entre ma tête et mes mains, plus la poésie s'en va. » Et voilà, et c'était cette espèce de mécanique commandée par un ordinateur et qui était censé faire un pot, enfin bon, pour moi c'était... Il y a un autre sculpteur, lui, il fait tourner des espèces de formes qui s'imbriquent, il fait tourner une espèce de programme, alors ça tourne, puis il appuie sur une touche, ça se bloque là, il envoie ça à un atelier qui le fait en 3D, enfin en grand, quoi. Donc ça, c'est une autre manière de rien foutre que de... Je sais pas, tu parles de poésie, là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. C'est assez sidérant. On ne vit pas. Le lendemain, on s'en aperçoit. Je pense qu'une œuvre qui dure sur un mur sur le sol, la présence de l'artiste y est beaucoup. Bon. Alors que certaines autres, vraiment, c'est du spectacle, on n'en parle plus le lendemain. Oui, ça je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'artiste et celui qui fait des images, comme on dit. Voilà. Sylvie, et par contre, oui. Un petit mot sur le mariage, là, qu'on a... Et oui, justement, parce que en fait, vous êtes tous les deux sages, parce que moi j'avais dit au début, peut-être qu'ils ne vont pas être sages, parce qu'ils sont copains. Ils sont dissipés. Des fois, oui, quelquefois ils sont dissipés. Vous avez peut-être des choses à vous dire, tous les deux.
Non. C'est la première fois, là, tous les deux. Et oui, et finalement, Jean, est-ce que tu as eu des profs en sculpture? C'est compliqué. Non, j'ai rien. J'ai pas eu de prof. J'ai eu un ami au service militaire qui avait fait les Beaux-Arts à Bourges, qui m'a donné quelques notions de composition, parce que ça me manquait beaucoup. Mais sans ça, j'ai dessiné depuis tout petit, moi je dessine. Et puis, du dessin, j'ai commencé à coller des trucs dans la toile, et puis, puis après, ça s'est décroché de la toile. C'est devenu la sculpture, ça s'est passé un peu comme ça. Je résume, hein. Mais c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'en sais rien d'ailleurs. Quelle était la question? Et quel sculpteur tu places le plus haut? Enfin, Oh, bon, il y en a plusieurs, mais là, je vais pas. plusieurs, Là, tout de suite, on me demande, je vais pas trouver les noms, bien sûr. ouais, Mais évidemment. bon, il y a César sur certaines pièces, certaines inventions. Il y a Chilida, bien sûr, Chilida, mais il y a Moore. Moore un peu. Moore m'a beaucoup impressionné, mais si tu veux, Tu n'es pas dans la rondeur. la seule chose que Moore m'aurait apporté, c'est peut-être cette recherche du vide. Ah oui. Il y a toujours entre les blocs un vide qui laisse passer la lumière. Et bon, le Moore, c'est ça, c'est l'utilisation du vide comme une matière. Ouais. C'est un peu ça. Sans ça, il y a Hartung, il y a Soulage dans les années 60-70. Et celui qui faisait des sortes de sculptures assez grandes où on pouvait circuler à l'intérieur, comme des maisons. Oui, c'est comment il s'appelle Étienne Martin. Étienne c'est Martin. ça. Ouais. Les demeures. Et de- Les demeures. Oui, mais il y a à apprendre chez un peu tout le monde. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Et il faut se faire son petit truc à soi, quoi. Prendre et pas copier, quoi. Pas Prendre. copier. Mais oui, on a des pères de toute façon. Bah, on est un. Je sais même pas si on est un maillon, parce que pour moi, les maillons, c'est des gens qui transmettent des choses importantes. Donc, il y a une dynamique de l'art. Et puis nous, on est sur des. Enfin, moi, je suis sur une voie de garage, je me raccroche à quelque chose. Ouais. Bah, vous aussi. Mais je suis pas. Ce que je fais ne va pas déterminer l'axe de l'art du XXIe siècle. Ah bah, moi non. C'est ça que je veux dire, dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tu es surtout ton propre maître. Ouais. Ah oui, tu évolues en fonction de... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Es-tu ton propre maître? L'est-il ou ne l'est-il pas? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon. Oui. Bah, et toi alors? Toi d'abord, je constate que tu as beaucoup de carrés. Ça doit vouloir dire quelque chose. Bah souvent parce que j'en fais des rectangles, pas toujours, mais... J'ai vu qu'il y avait des rectangles aussi, ça j'ai Oui, constaté, dans oui. les carrés, bon, là, il n'y en a pas trop, mais j'ai quelquefois la tendance à faire des rectangles dans les carrés. Et je ne sais pas si le contraire est possible. Je fais aussi. Mais tu démarres comment? Tu démarres... Bah, je démarre sur... un truc comme ça, par exemple. Tu pars sur le clair, sur le foncé, tu repasses par-dessus. Ah, je repasse par-dessus, Ouais. oui. Bah, c'est ce qui donne aussi un peu Et transparence. de profondeur, oui, des glacis, c'est sympa pour ça. Et tu peins la musique, tu peins uniquement avec ta tête. J'ai souvent de la musique, oui. Ouais. Ça peut être n'importe quoi d'ailleurs, ça peut être aussi des paroles que je n'entends pas, mais bon, ça fait un fond sonore. Ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance, même si je mets des musiques que j'aime beaucoup, je les connais par cœur, je les mets quand même, mais je les écoute pas. Si je les écoute, je ne fais plus de peinture. Donc, bon.
Ouais. Et toi, Jean, tu as commencé avec du figuratif ou jamais? Oui, oui, j'ai fait au début, j'ai fait des petites sculptures. Au tout début que je me suis mis à faire de la peinture, c'était carrément des paysages, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait de la sculpture. Et des portraits. Et des portraits, oui. Et des nus. Oui. Peut-être sculpteur, ça serait amusant d'ailleurs, non? Je vais vous laisser le micro. Je n'attendais pas à ça, c'est une opportunité. On peut tout demander aujourd'hui, il répond à tout. Il répond à tout. Alors moi j'aimerais que tu nous expliques le passage de l'abstrait, du figuratif à l'abstrait. Comment ça s'est passé pour toi dans ta tête? Est-ce que c'est une évolution progressive ou est-ce qu'il y a vraiment eu un cap en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un changement? Est-ce qu'il y a des choses... Déjà, moi, je fais je fais une différence entre deux types d'abstraits. Il y a ce que j'appelle le non figuratif, qui pour moi, alors je sais pas, on part de quelque chose de figuratif, et dessin après dessin, on le dénature complètement jusqu'à ce que ça représente rien. Donc ça devient abstrait, mais on part du figuratif. Et puis il y a l'abstrait qui part de sa tête, on commence à jouer avec des lignes, des trucs et des machins, et on arrive à... Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. On a toujours des vieux démons comme ça qui reviennent. Moi je vois que c'est... Comment il s'appelle? Tu parlais d'un peintre tout à l'heure, Braque. Braque, à la fin de sa vie, s'est remis au paysage. De Stahl, pour moi, c'est du non figuratif. Et de temps en temps, on revient à des choses qui sont plus figuratifs, quoi. Il a oscillé comme ça entre les deux. Oui, ça représente souvent. Ouais. Toi, Françoise, est-ce que tu as fait du figuratif? Oui. Moi, j'en ai fait, j'ai commencé par là, oui. Oui, et puis, mais bon, parce que j'ai pas fait de beaux-arts, trucs comme ça. Mais donc, quand on commence sans rien savoir, on copie des choses, des objets et tout. Et puis, on finit par faire des choses un petit peu créées comme ça dans la tête. Et ça devient un petit peu onirique, un petit peu... C'est parler de soi. Et puis je me suis dit, au bout d'un moment, les gens s'en fichent complètement que je parle. Bon, ça n'intéresse personne. Et je me suis un petit peu... J'ai essayé de faire autre chose. Puis il y avait des peintres abstraits qui me plaisaient énormément, mais je ne me voyais absolument pas capable de me lancer là-dedans. J'ai essayé, c'était très mauvais. Puis au fur et à mesure, par l'intermédiaire du paysage, voilà. C'est comme ça. Une que j'ai faite, elle représentait un miroir cassé. C'était un figuratif, c'était complètement figuratif. Mais ces brisures étaient complètement des morceaux de couleur d'un côté et de l'autre, c'était abstrait, quoi. Alors je l'ai appelé dislocation. Et j'ai basculé aussi un peu dans ce moment-là, quoi. De toute façon, c'est un besoin vital de peindre. Ah bah oui, oui. Et... On ne sait plus faire que ça. Et comme souvent je dis, on est tous fous, mais nous on essaye de se soigner tout seul. C'est un peu une thérapie tout ça. Le pape chez toi qui est très... Oui, mais ça c'est figuratif, oui, ça c'est carrément figuratif. Ça fait partie de ce que j'appelle les coups de gueule. Ça, il y a de temps en temps, il y a des événements sociopolitiques qui me gonflent et je fais quelque chose par rapport à ça. Voilà. Le journalisme en fait partie de ces coups de gueule. Et là je n'ai pas la force d'un fautrier pour faire un coup de gueule avec de l'abstrait. Je trouve que ça... j'arrive pas à passer en abstrait un truc comme la presse, par exemple. En abstrait, je vois pas ce que je peux faire. Tu peux pas faire passer ça. Pas. Il faut figurer des symboles très forts, qui t'amènent l'émotion ou de la torture ou sur des thèmes qui sont
Ouais, ouais, mais là, je n'ai pas cette force. Ben, on essaye de passer un message quelque part, et si c'est pas décodé correctement, on a perdu. On s'est un peu fourvoyé, quoi. Alors, je sais pas. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, moi, j'aurais posé une question. Pourquoi vous êtes venus tous? C'est la première fois. Très bien. Moi, je suis venu parce que je ne savais pas comment bouger à parler dans le micro. C'était pour le café. En fait, vous êtes heureux tous les deux d'avoir pu donc exposer ensemble. Oui. Ah oui, monsieur. Oui. Ça a été quoi pour vous? Non mais sérieusement, c'était la première fois. Mais on est très sérieux. Bah, moi, je trouve que c'est une belle rencontre de travaux différents, quoi. Ouais. Finalement, qui marchent bien sans qu'on se consulte. Oui, ce qu'il y a de détonnant, c'est là-haut. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un nucléus. Je suis bien dit là? Nucléus. Ce sont des blocs de silex que les néolithiques cassaient pour faire des outils. Le nucléus. Ça faisait juste une petite pétale. Et ça fait des cassures conchoïdales, comme le verre. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est comme ça. On a regardé peut-être les mêmes choses, on a aimé peut-être les mêmes trucs. C'est le même accueil qu'on a fait le lieu pour vous deux. La galerie est née à partir de votre exposition. Je crois que ça, on doit vous le dire. On le ressent comme ça en tant que galeriste. Ce qui s'est passé avec les photos, les essais qu'on a fait au départ pour l'inauguration ont été intéressants, mais autre chose. Aujourd'hui, les choses prennent du sens, le lieu prend son sens, et franchement, un lieu tout tordu comme on a ici, fonctionner et vivre avec vos œuvres comme ça, merci à tous les deux. Ouais. Merci à vous. Et... Non, mais ce que dit Didier, c'est vrai, et c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup qui nous disent que c'est une inauguration. Voilà encore quelqu'un qui est à genoux devant moi. Ou devant nous alors. Tu es un pluriel. Devant vous deux.